INA Podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 3e chapitre, Une tempête dans un crâne. Avec dans les principaux rôles, George Wilson, Monsieur Madeleine, Jean-Roger Caussimon, Javert, Roger Bray, La Voix et Jean Vilar, Victor Hugo. Réalisation, Henri Soubeyran. Un matin, Monsieur Madeleine était dans son cabinet lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police, Javert, demandait à lui parler. En entendant prononcer ce nom, Monsieur Madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable. Depuis l'aventure du bureau de police, Javert l'avait plus que jamais évité et Monsieur Madeleine ne l'avait point revu. Faites entrer. Eh bien, qu'est-ce? Qu'y a-t-il, Javert? Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. Quel acte? Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat, de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. Quel est cet agent? Moi. Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent? Vous, monsieur le maire. Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien provoquer près de l'autorité ma destitution. Mais... Vous direz, j'aurais pu donner ma démission, mais cela ne suffit pas. Donner sa démission, c'est honorable. J'ai failli. Je dois être puni. Enfin... Il faut que je sois chassé. Monsieur le maire, vous avez été sévère pour moi l'autre jour, injustement. Soyez-le aujourd'hui, justement. Vous savez pourquoi? Quel est ce galimatia? Qu'est-ce que cela veut dire? Ou y a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Quel tort avez-vous envers moi? Vous vous accusez? Vous voulez être remplacé? Chassé? Oui, chassé, soit. C'est fort bien, mais je ne comprends pas. Vous allez comprendre, monsieur le maire. Monsieur le maire, il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux. Je vous ai dénoncé. Dénoncé? À la préfecture de police de Paris. Comme maire ayant empiété sur la police. Comme ancien forçat. Je le croyais. Depuis longtemps, j'avais des idées, une ressemblance, des renseignements que vous avez fait prendre à Faverolles, votre force de rein, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir, votre jambe qui traîne un peu, est-ce que je sais, moi, des bêtises. Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. Un nommé? Comment dites-vous cela? Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a 20 ans quand j'étais adjudant garde-chiourme à Toulon. En sortant du bagne, ce Jean Valjean avait, à ce qu'il paraît, volé chez un évêque. Puis il avait commis un autre vol, à main armée, dans un chemin public, sur un petit savoyard. Depuis 8 ans, il s'était dérobé, on ne sait comment, et on le cherchait. Moi, je m'étais figuré... Enfin... J'ai fait cette chose, la colère m'a décidé, je vous ai dénoncé à la préfecture.
Et que vous a-t-on répondu? Que j'étais fou. Eh bien, On avait raison. c'est heureux que vous le reconnaissiez. Il faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. Ah, Voilà ce que c'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait dans le pays, du côté d'Ailly-le-Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était un homme très misérable. On n'y faisait pas attention. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre commis chez... enfin, n'importe. Il y a eu vol, mur escaladé, branche de l'arbre cassée. On a arrêté le père Champmathieu. Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle. Jusqu'ici, ce n'est pas beaucoup plus qu'une affaire de correctionnel. Mais voici qui est de la providence. La geôle étant en mauvais état, monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Champmathieu à Arras, où est la prison départementale. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet, qu'on a fait guichetier de Chambray, parce qu'il se conduit bien. Monsieur le maire, Champmathieu n'est pas plutôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie « Eh, mais je connais cet homme-là. C'est un fagot. Regardez-moi donc, bonhomme. Vous êtes Jean Valjean. » Jean Valjean? Qui ça, Jean Valjean? Le Champmathieu joue l'étonné. « Ne fais donc pas le singe, dit Brevet. Tu es Jean Valjean. Tu as été au bagne, à Toulon, il y a 20 ans. Nous y étions ensemble. » Le Champmathieu nie. Parbleu, vous comprenez. On approfondit, on me fouille cette aventure-là. Voici ce qu'on trouve. Ce Champmathieu, il y a une trentaine d'années, a été ouvrier et mondeur d'arbres dans plusieurs pays, notamment à Faverolles. Là, on perd sa trace. Longtemps après, on le revoit en Auvergne, puis à Paris, où il dit avoir été charron et avoir eu une fille blanchisseuse. Mais cela n'est pas prouvé. Enfin, dans ce pays-ci. Or, avant d'aller au bagne pour vol qualifié, qu'était Jean Valjean? Émondeur. Où? À Faverolles. Autre fait, ce Jean Valjean s'appelait de son nom de famille Mathieu. Quoi de plus naturel que penser qu'en sortant du bagne, il aura pris le nom de sa mère pour se cacher et se sera fait appeler Jean Mathieu. Il va en Auvergne, de Jean, la prononciation du pays fait Champ. On l'appelle Champ Mathieu. Notre homme se laisse faire, n'est-ce pas? On s'informe à Faverolles, la famille de Jean Valjean n'y est plus. On ne sait plus où elle est. Vous savez, dans ces classes-là, il y a souvent des évanouissements d'une famille. On cherche, on ne trouve plus rien. Ces gens-là, quand ça n'est pas de la boue, c'est de la poussière. On s'informe à Toulon. Avec Brevet, il n'y a plus que 2 forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie Cochepaille et Chenildieu. On les extrait du bagne et on les fait venir. On les confronte au prétendu Champmathieu. Ils n'hésitent pas. Pour eux, comme pour Brevet, c'est Jean Valjean. Même âge. Il a 54 ans. Même taille, même air, même homme, enfin. C'est lui. C'est en ce moment-là même que j'envoyais ma dénonciation à la préfecture de Paris. On me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras au pouvoir de la justice. Vous concevez si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction. Il me fait venir. On m'amène le Champmathieu. eh bien, Monsieur le maire, la vérité est la vérité. J'en suis fâché, mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu. vous êtes sûr? Oh, sûr. Et même maintenant que je vois le vrai Jean Valjean, je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose. Je vous demande pardon, monsieur le maire. Et
Que dit cet homme? Ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Si c'est Jean Valjean, il y a récidive. Enjamber un mur, casser une branche, chipper des pommes. Pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit. Pour un forçat, c'est un crime. Escalade et vol, tout y est. Ce n'est plus la police correctionnelle, c'est la cour d'assises. Ce n'est plus quelques jours de prison, ce sont les galères à perpétuité. Et puis, il y a l'affaire du petit Savoyard que j'espère bien qu'il reviendra. Diable, il a de quoi se débattre, n'est-ce pas? Oui. Pour un autre que Jean Valjean. Mais Jean Valjean est un sournois. C'est là encore que je le reconnais. Un autre sentirait que cela chauffe, il se démènerait, il crierait. La bouilloire chante devant le feu. Il ne voudrait pas être Jean Valjean, etc. Lui, il n'a pas l'air de comprendre. Il dit « Je suis Champmathieu, je ne sors pas de là. » Il a l'air étonné, il fait la brute. C'est bien mieux. Ouais, le drôle est habile. Mais c'est égal, les preuves sont là. Il est reconnu par 4 personnes. Le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises à Arras. Je vais y aller pour témoigner, je suis cité et... Et assez, Javert. Au fait, tous ces détails m'intéressent fort peu. Nous perdons notre temps et nous avons des affaires pressées. J'ai beaucoup de besogne à vous donner. Mais n'allez-vous pas être absent? Ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à Arras pour cette affaire dans 8 ou 10 jours? Plus tôt que cela, monsieur le maire. Quel jour, donc? Mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que cela se jugeait demain et que je partais par la diligence cette nuit. Et combien de temps durera l'affaire? 1 jour, tout au plus. Ah. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Mais je n'attendrai pas l'arrêt, qui ne peut manquer. Sitôt ma déposition faite, je reviendrai ici. C'est bon. Vous pouvez disposer, Javert. Pardon, monsieur le maire. Qu'est-ce encore? Monsieur le maire, il me reste une chose à vous rappeler. Laquelle? C'est que je dois être destitué. Javert, vous êtes un homme d'honneur et je vous estime. Vous exagérez votre faute. Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place. Monsieur le maire, je ne puis vous accorder cela. Je vous répète que la chose me regarde. Quant à exagérer, je n'exagère point. Je vous ai soupçonné injustement. Cela, ce n'est pas rien. C'est notre droit à nous autres de soupçonner, quoiqu'il y ait pourtant abus à soupçonner au-dessus de soi. Mais sans preuve, dans un accès de colère, dans le but de me venger, je vous ai dénoncé comme forçat, vous, un homme respectable, un maire, un magistrat. Ceci est grave, très grave. J'ai offensé l'autorité dans votre personne, moi, agent de l'autorité. Si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait, je l'aurais déclaré indigne du service et chassé. Eh bien. Tenez, monsieur le maire, encore un mot. J'ai souvent été sévère dans ma vie pour les autres. C'était juste. Je faisais bien. Maintenant, si je n'étais pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste. Est-ce que je dois m'épargner plus que les autres? Non. Quoi, je n'aurais été bon qu'à châtier autrui et pas moi? Mais je serais un misérable. Mais ceux qui disent « ce gueux de Javert » auraient raison. Monsieur le maire, je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté. Votre bonté m'a fait faire assez de mauvais sang quand elle était pour les autres. Je n'en veux pas pour moi. La bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois, à l'agent de police contre le maire, à celui qui est en bas contre celui qui est en haut, c'est ce que j'appelle de la mauvaise bonté. C'est avec cette bonté-là que la société se désorganise. Mon Dieu!
C'est bien facile d'être bon. Le malaisé, c'est d'être juste. Allez, si vous aviez été ce que je croyais, je n'aurais pas été bon pour vous, moi. Vous auriez vu. Monsieur le maire, je dois me traiter comme je traiterais tout autre. Quand je réprimais des malfaiteurs, quand je sévissais sur des gredins, je me suis dit souvent à moi-même, toi, si jamais tu bronches, si jamais je te prends en faute, sois tranquille. J'ai bronché, je me prends en faute, tant pis. Allons, renvoyez, cassez, chassez, c'est bon. J'ai des bras, je travaillerai à la terre, cela m'est égal. Monsieur le maire, le bien du service veut un exemple. Je demande simplement la destitution de l'inspecteur Javert. Nous verrons. Bonsoir, Javert. Pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Mouchard. Oui. Du moment où j'ai mésusé de la police, je ne suis plus qu'un mouchard. Monsieur le maire, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui lui était arrivé depuis l'aventure de Petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration. Il réussit à disparaître, vendit l'argenterie de l'évêque, ne gardant que les flambeaux, comme souvenir, se glissa de ville en ville, traversa la France, vint à Montreuil-sur-Mer, parvint à se faire insaisissable et inaccessible, et désormais, établi à Montreuil-sur-Mer, heureux de sentir sa conscience attristée par son passé, et la première moitié de son existence démentie par la dernière, il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Ces deux pensées étaient si étroitement mêlées dans son esprit qu'elles n'en formaient qu'une seule. Quelquefois, cependant, il y avait conflit entre elles. Dans ce cas-là, l'homme que tout le pays de Montreuil-sur-Mer appelait M. Madeleine ne balançait pas à sacrifier la première à la seconde, sa sécurité à sa vertu. Toutefois, il faut le dire, jamais rien de pareil ne s'était encore présenté. Jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme dont nous racontons les souffrances n'avaient engagé une lutte si sérieuse. Il le comprit confusément, mais profondément, dès les premières paroles que prononça Javert en entrant dans son cabinet. Au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, il fut saisi de stupeur et comme enivré par la sinistre bizarrerie de sa destinée, et, à travers cette stupeur, il eut ce tressaillement qui précède les grandes secousses. Il se courba comme un chêne à l'approche d'un orage, comme un soldat à l'approche d'un assaut. Il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudres et d'éclairs. Tout en écoutant parler Javert, il eut une première pensée d'aller, de courir, de se dénoncer, de tirer ce Champmathieu de prison et de s'y mettre. Cela fut douloureux et poignant comme une incision dans la chair vive. Puis, cela passa, et il se dit « Voyons, voyons ». Il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme. Le reste de la journée, il fut dans cet état, un tourbillon au-dedans, une tranquillité profonde au-dehors. Il dîna avec assez d'appétit. Rentré dans sa chambre, il se recueillit. Il examina la situation et la trouva inouïe, tellement inouïe qu'au milieu de sa rêverie, par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable, il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou. Il craignait qu'il n'entrât encore quelque chose, il se barricadait contre le possible. Un moment après, il souffla sa lumière. Elle le gênait. Il lui semblait qu'on pouvait le voir.
Qui? On. Hélas, ce qu'il voulait mettre à la porte était entré. Ce qu'il voulait aveugler le regardait. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Pourtant, dans le premier moment, il se fit illusion. Il eut un sentiment de sûreté et de solitude. Le verrou tiré, il se crut imprenable. La chandelle éteinte, il se sentit invisible. Alors, il prit possession de lui-même. Il posa ses coudes sur la table, appuya la tête sur sa main et se mit à songer dans les ténèbres. Où en suis-je? Est-ce que je ne rêve pas? Que m'a-t-on dit? Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi? Que peut être ce Jean Mathieu? Il me ressemble donc. Est-ce possible? Quand je pense qu'hier j'étais si tranquille et si loin de me douter de rien. Qu'est-ce que je faisais donc hier à pareille heure? Qu'y a-t-il dans cet incident? Comment se dénouera-t-il? Que faire? La première heure s'écoula ainsi. Peu à peu, cependant, des linéaments vagues commencèrent à se former et à se fixer dans sa méditation, et il put entrevoir, avec la précision de la réalité, non l'ensemble de la situation, mais quelques détails. Il commença par reconnaître que, si extraordinaire et si critique que fût cette situation, il en était tout à fait le maître. Sa stupeur ne fit que s'en accroître. Indépendamment du but sévère et religieux que se proposaient ses actions, tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour n'était autre chose qu'un trou qu'il creusait pour y enfouir son nom. Ce qu'il avait toujours le plus redouté dans ses heures de repli sur lui-même, dans ses nuits d'insomnie, c'était d'entendre jamais prononcer ce nom. Il se disait que ce serait là, pour lui, la fin de tout, que le jour où ce nom reparaîtrait, il ferait évanouir autour de lui sa vie nouvelle et qui sait même, peut-être, au-dedans de lui, sa nouvelle âme. Il frémissait de la seule pensée que c'était possible. Certes, si quelqu'un lui eût dit en ces moments-là qu'une heure viendrait où ce nom retentirait à son oreille, où ce hideux mot Jean Valjean sortirait tout à coup de la nuit et se dresserait devant lui, où cette lumière formidable, faite pour dissiper le mystère dont il s'enveloppait, resplendirait subitement sur sa tête, et que ce nom ne le menacerait pas, que cette lumière ne produirait qu'une obscurité plus épaisse, que ce voile déchiré accroîtrait le mystère, que ce tremblement de terre consoliderait son édifice, que ce prodigieux incident n'aurait d'autre résultat, si bon lui semblait à lui, que de rendre son existence à la fois plus claire et plus impénétrable, et que, de sa confrontation avec le fantôme de Jean Valjean, le bon et digne bourgeois Monsieur Madeleine sortirait plus honoré, plus paisible et plus respecté que jamais. Si quelqu'un lui eût dit cela, il eût hoché la tête et regardé ses paroles comme insensées. Eh bien, tout cela venait précisément d'arriver, tout cet entassement de l'impossible était un fait, et Dieu avait permis que ces choses folles devinssent des choses réelles. Sa rêverie continuait de s'éclaircir. Il se rendait de plus en plus compte de sa position. Il lui semblait qu'il venait de s'éveiller de je ne sais quel sommeil et qu'il se trouvait, glissant sur une pente au milieu de la nuit, debout, frissonnant, reculant en vain, sur le bord extrême d'un abîme. Il entrevoyait distinctement dans l'ombre d'un inconnu un étranger, que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place. Il fallait, pour que le gouffre se refermât, que quelqu'un y tombât, lui ou l'autre. Il n'avait qu'à laisser faire. La clarté devint complète, et il s'avoua ceci: que sa place
était vide aux galères, qu'il avait beau faire, qu'elle l'y attendait toujours, que le vol de Petit Gervais l'y ramenait, que cette place vide l'attendrait et l'attirerait jusqu'à ce qu'il y fût, que cela était inévitable et fatal. Et puis il se dit qu'en ce moment, il avait un remplaçant, qu'il paraissait qu'un nommé Champmathieu avait cette mauvaise chance, et que, quant à lui, présent désormais au bagne dans la personne de ce Champmathieu, présent dans la société sous le nom de Monsieur Madeleine, il n'avait plus rien à redouter, pourvu qu'il n'empêchât pas les hommes de sceller sur la tête de ce Champmathieu cette pierre de l'infamie, qui, comme la pierre du sépulcre, tombe une fois et ne se relève jamais. Il ralluma brusquement sa bougie. Eh bien quoi? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai à songer comme cela? Me voilà sauvé, tout est fini. Je n'avais plus qu'une porte entr'ouverte par laquelle mon passé pouvait faire irruption dans ma vie. Cette porte, la voilà murée à jamais. Ce Javert, qui me trouble depuis si longtemps, ce redoutable instinct, qui semblait m'avoir deviné, qui m'avait deviné, parbleu, et qui me suivait partout, cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi, le voilà dérouté, occupé ailleurs, absolument dépisté. Il est satisfait désormais, et il me laissera tranquille. Il tient son Jean Valjean. Qui sait même? Il est probable qu'il voudra quitter la ville. Et tout cela s'est fait sans moi. Et je n'y suis pour rien. Ça, mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci? Des gens qui me verraient, parole d'honneur, croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe. Après tout, s'il y a du mal pour quelqu'un, ce n'est aucunement de ma faute. C'est la Providence qui a tout fait. C'est elle qui veut cela, apparemment. Mais j'ai le droit de déranger ce qu'elle arrange. Qu'est-ce que je demande à présent? De quoi est-ce que je vais me mêler? Cela ne me regarde pas. Comment? Je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qu'il me faut donc? Le but auquel j'aspire depuis tant d'années, le songe de mes nuits, l'objet de mes prières au ciel, la sécurité, je l'atteins. C'est Dieu qui le veut. Je n'ai rien à faire contre la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu le veut-il? Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. Allons, c'est décidé. Laissons aller les choses. Laissons faire le bon Dieu. Il se parlait ainsi dans les profondeurs de sa conscience, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. Il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre. Allons, n'y pensons plus. Voilà une résolution prise. Mais il ne sentit aucune joie. Au contraire, on n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage. Pour le matelot, cela s'appelle la marée. Pour le coupable, cela s'appelle le remords. Dieu soulève l'âme comme l'océan. Pour la première fois depuis 8 années, le malheureux homme venait de sentir la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action. Il la recracha avec dégoût. Il continua de se questionner. Il se demanda sévèrement ce qu'il avait entendu par ceci: « Mon but est atteint ». Ma vie a en effet un but. Mais quel but? Cacher mon nom? Tromper la police? Est-ce pour une chose si petite que j'ai fait tout ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas un autre but, qui est le grand, qui est le vrai? Sauver non ma personne, mais mon âme.
redevenir honnête et bon, être injuste. Est-ce que ce n'est pas là, surtout, là, uniquement, ce que j'ai toujours voulu, ce que l'évêque m'a ordonné? Fermer la porte à mon passé, mais je ne la ferme pas, grand Dieu, je la rouvre en faisant une action infâme. Mais je redeviens voleur, et le plus odieux des voleurs, je vole à un autre son existence, sa vie, sa paix, sa place au soleil. Je deviens un assassin, je tue moralement un homme misérable, je lui inflige cette affreuse mort vivante, cette mort à ciel ouvert qu'on appelle le bagne. Au contraire, me livrer, sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur, reprendre mon nom, redevenir par devoir le forçat Jean Valjean, c'est là vraiment achever ma résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où je sors. Y retomber en apparence est en sortir en réalité. Il faut faire cela. Je n'ai rien fait si je n'ai pas fait cela. Toute ma vie est inutile. Toute ma pénitence est perdue. Et il n'y a plus qu'à dire « À quoi bon ?» Il sentait que l'évêque était là, que l'évêque était d'autant plus présent qu'il était mort, que l'évêque le regardait fixement, que désormais le maire Madeleine, avec toutes ses vertus, lui serait abominable, et que le galérien Jean Valjean serait admirable et pur devant lui, que les hommes voyaient son masque, mais que l'évêque voyait sa face, que les hommes voyaient sa vie, mais que l'évêque voyait sa conscience. Il fallait donc aller à Arras, délivrer le faux Jean Valjean, dénoncer le véritable. Hélas, c'était là le plus grand des sacrifices, la plus poignante des victoires, le dernier pas à franchir, mais il le fallait. Douloureuse destinée, il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de Dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes. Eh bien, prenons ce parti. Faisons notre devoir. Sauvons cet homme. Et puis, tout à coup, il pensa à Fantine. Tiens, et cette pauvre femme? Ah ça, mais jusqu'ici je n'ai considéré que moi. Si je songeais un peu aux autres, la première sainteté est de penser à autrui. Voyons. Examinons. Moi accepté, moi effacé, moi oublié. Qu'arrivera-t-il de tout ceci? Si je me dénonce, on me prend, on lâche ce Champmathieu, on me met aux galères, c'est bien. Et puis, que se passe-t-il ici? Ici, il y a un pays, une ville, des fabriques, une industrie, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux grands-pères, des enfants, des pauvres gens. J'ai créé tout cela. Je fais vivre tout cela. Partout où il y a une cheminée qui fume, c'est moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite. J'ai fait l'aisance, la circulation, le crédit. Avant moi, il n'y avait rien. J'ai relevé, vivifié, animé, fécondé, stimulé, enrichi tout le pays. Moi de moins, c'est l'âme de moins. Je m'ôte, tout meurt. Et cette femme, qui a tant souffert, qui a tant de mérite dans sa chute, dont j'ai causé sans le vouloir tout le malheur, et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mère, est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme en réparation du mal que je lui ai fait? Si je disparais, qu'arrive-t-il? La mère meurt. L'enfant devient ce qu'il peut. Voilà ce qui se passe si je me dénonce. Et si je ne me dénonce pas, voyons, si je ne me dénonce pas, eh bien, cet homme va aux galères, c'est vrai, mais que diable, il a volé. C'est beau me dire qu'il n'a pas volé. Il a volé. Ah ça, j'étais fou, j'étais absurde. Qu'est-ce que je parlais donc de me dénoncer? Il faut faire attention, vraiment, et ne rien précipiter. Quoi? Parce qu'il m'aura plu de faire le grand et le généreux, c'est du mélodrame, après tout. Parce que je n'aurais songé qu'à moi seul, pour sauver d'une punition peut-être exagérée, mais juste au fond, on ne sait qui, un voleur. Un drôle, évidemment.
Il faudra que tout un pays périsse. Il faudra qu'une pauvre femme crève à l'hôpital, qu'une pauvre petite fille crève sur le pavé comme des chiens. Oh, mais c'est abominable. Sans même que la mère ait revu son enfant, sans que l'enfant ait presque connu sa mère, je ferais cette inepte sottise. Enfin, mettons tout au pis, supposons qu'il y ait une mauvaise action pour moi dans ceci et que ma conscience me le reproche un jour. Accepter pour le bien d'autrui ces reproches qui ne chargent que moi, cette mauvaise action qui ne compromet que mon âme, c'est là qu'est le dévouement, c'est là qu'est la vertu. On ne trouve les diamants que dans les ténèbres de la terre. On ne trouve les vérités que dans les profondeurs de la pensée. Il lui semblait qu'après être descendu dans ces profondeurs, après avoir longtemps tâtonné au plus noir de ces ténèbres, il venait enfin de trouver un de ces diamants, une de ces vérités, et qu'il la tenait dans sa main, et il s'éblouissait à la regarder. Oui, c'est cela. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Malheur à celui qui est Jean Valjean. Ce n'est plus moi, c'est un nom de fatalité qui flotte dans la nuit. S'il s'arrête et s'abat sur une tête, tant pis pour elle. Tiens, cela m'a soulagé de prendre une résolution. Je suis tout autre à présent. Allons, il ne faut pas hésiter devant aucune des conséquences de la résolution prise. Il y a encore des fils qui m'attachent à Jean Valjean. Il faut les briser. Il y a ici, dans cette chambre même, des objets qui m'accuseraient, des choses muettes qui seraient des témoins, c'est dit. Il faut que tout cela disparaisse. Il fouilla dans sa poche, en tira sa bourse, l'ouvrit, et y prit une petite clé. Il introduisit cette clé dans une serrure dont on voyait à peine le trou, perdu qu'il était dans les nuances les plus sombres du dessin qui couvrait le papier collé sur le mur. Une cachette s'ouvrit, une espèce de fausse armoire ménagée entre l'angle de la muraille et le manteau de la cheminée. Il n'y avait dans cette cachette que quelques guenilles, un sarrau de toile bleue, un vieux pantalon, un vieux havresac et un gros bâton d'épines ferré au debout. Ceux qui avaient vu Jean Valjean à l'époque où il traversait Digne, en octobre 1815, eussent aisément reconnu toutes les pièces de ce misérable accoutrement. Il les avait conservées comme il avait conservé les chandeliers d'argent pour se rappeler toujours son point de départ. Seulement, il cachait ceux-ci qui venaient du bagne et il laissait voir les flambeaux qui venaient de l'évêque. Au bout de quelques secondes, la chambre et le mur d'en face furent éclairés d'une grande réverbération rouge et tremblante. Tout brûlait. Le bâton d'épines pétillait et jetait des étincelles jusqu'au milieu de la chambre. Lui ne regardait pas le feu et marchait, allant et venant toujours du même pas. Tout à coup, ses yeux tombèrent sur les deux flambeaux d'argent que la réverbération faisait reluire vaguement sur la cheminée. Tiens, tout Jean Valjean est encore là-dedans. Il faut détruire aussi cela. Il prit les deux flambeaux. Il y avait assez de feu pour qu'on pût les déformer promptement et en faire une sorte de lingot méconnaissable. Il remua le brasier avec un des deux chandeliers. Une minute de plus, ils étaient dans le feu. En ce moment, il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au-dedans de lui. « Oui, c'est cela. Achève. Complète ce que tu fais, Jean Valjean. Détruis ces flambeaux. Anéantis ce souvenir. Oublie l'évêque, oublie tout. Perds ce Champmathieu, va, c'est bien. Applaudis-toi. Ainsi c'est convenu, c'est résolu, c'est dit. Voilà un homme. Voilà un vieillard qui ne sait ce qu'on lui veut, qui n'a rien fait peut-être, un innocent, dont ton nom fait tout le malheur, sur qui ton nom pèse comme un crime, qui va être pris pour toi, qui va être condamné, qui va finir ses jours dans l'abjection et dans l'horreur. C'est bien. Sois honnête homme, toi. Reste, monsieur le maire. Reste honorable et honoré, vertueux et admiré. Et pendant ce temps-là, pendant que tu seras ici dans la joie et dans la lumière,
Il y aura quelqu'un qui aura ta casaque rouge, qui portera ton nom dans l'ignominie et qui traînera ta chaîne au bagne. Ah oui, c'est bien arrangé ainsi. Ah, misérable. Jean Valjean, il y aura autour de toi beaucoup de voix qui feront un grand bruit, qui parleront bien haut et qui te béniront. Et une seule que personne n'entendra et qui te maudira dans les ténèbres. Eh bien, écoute, infâme. Toutes ces bénédictions retomberont avant d'arriver au ciel. Et il n'y aura que la malédiction qui montera jusqu'à Dieu. Y a quelqu'un ici? Je suis bête. Il peut y avoir personne. Il y avait quelqu'un, mais celui qui y était n'était pas de ceux que l'œil humain peut voir. Il posa les flambeaux sur la cheminée. Alors, il reprit cette marche monotone et lugubre qui troublait dans ses rêves l'homme endormi au-dessous de lui. Il y eut un moment où il considéra l'avenir. Se dénoncer, grand Dieu, se livrer. Il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter, tout ce qu'il faudrait reprendre. Il faudrait donc dire adieu à cette existence si bonne, si pure, si radieuse, à ce respect de tous, à l'honneur, à la liberté. Au lieu de cela, la chiourme, le carcan, la veste rouge, la chaîne aux pieds, la fatigue, le cachot, le lit de camp, toutes ces horreurs connues. À son âge, après avoir été ce qu'il était, si encore il était jeune, mais vieux, être tutoyé par le premier venu, être fouillé par le garde-chiourme, recevoir le coup de bâton de l'argousin, avoir les pieds nus dans des souliers ferrés, tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille, subir la curiosité des étrangers auxquels on dirait « celui-là, c'est le fameux Jean Valjean qui a été maire de Montreuil-sur-Mer », le soir, ruisselant de sueur, accablé de lassitude, le bonnet vert sur les yeux, remonté deux à deux, sous le fouet du sergent, l'escalier échelle du bagne flottant. Oh, quelle misère! La destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse comme le cœur humain? Et quoi qu'il fît, il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie: rester dans le paradis et y devenir démon, rentrer dans l'enfer et y devenir ange. Que faire, grand Dieu? Que faire? Ainsi se débattait sous l'angoisse cette malheureuse âme. 1800 ans avant cet homme infortuné, l'être mystérieux en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité avait aussi, lui, pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l'infini, longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait, ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 3e chapitre, Une tempête dans un crâne. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Avec George Wilson, Monsieur Madeleine, Jean-Roger Cossimon, Javert, Roger Bray, la voix. Et, dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son, Guy Louvet. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.